Oh yeah! Oh yeah! Moi c'est Florian et bienvenue dans University. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre une série d'œuvres, des livres, des séries, des films, plein de trucs, en fait, et on va essayer d'en sortir un univers étendu, le plus simplement possible, même si vous allez quand même pas mal vous faire bombarder, hein, genre... Ouais, voilà. Et pour commencer, on va parler de ce monde merveilleux et absolument simpliste qu'est celui des comics, et ici plus particulièrement de DC Comics. On va donc voir tout ce qui compose la continuité principale de l'univers DC, qu'on va appeler Terre Prime ou Terre Zéro, mais c'est quand même vachement moins stylé. Et on va voir ça à partir du dernier reboot de l'univers, et donc depuis ce qu'on appelle les New 52. Sinon ça va prendre 3 heures, et je suppose que, tout comme moi, vous avez quand même autre chose à faire. Du coup, allons-y. En premier lieu, je pense qu'on est d'accord pour dire que si on veut parler d'un univers comme celui-là, faut au moins établir des personnages principaux. C'est quand même un peu pour ça qu'on les lit, quoi. Hein. Donc on va commencer par prendre ce que je vais appeler un chairman de la Justice League, depuis les New 52, et parler un peu. Je vous donnerai quelques déclinaisons et quelques-uns de leurs plus grands un bonus parce que je suis vraiment quand même un mec super sympa. Mais trêve de bavardage, et on va commencer. Quitte à parler de ses membres principaux, autant commencer par ceux qu'on appelle la Trinité, c'est donc les 3 plus grands membres. On va parler en premier lieu de ce cher boy scout en collant bleu et caleçon rouge, Superman. Nommé originellement Kal-El par ses parents, Jor-El et Lara, le premier étant un scientifique reconnu sur la planète d'origine Krypton. Sauf qu'un jour, Krypton ça fait boum, et Kal est envoyé par ses parents sur Terre où il sera recueilli par Jonathan et Martha Kent. Et vous connaissez sûrement la suite, cette histoire elle est gravée dans l'imaginaire collectif maintenant, hein, son identité secrète de reporter, tout ça. Pour ce qui est des déclinaisons, on peut en trouver pas mal. Pour en citer quelques-uns, on pourra parler de John Kent, son fils, Supergirl, ou Kara Zor-El, sa cousine, Steel, Bizarro, un de ses clones ratés, ou encore Kong Kinan, qui est littéralement la contrefaçon hongkongaise de Superman. Et pour ce qui est des plus gros vilains pas beaux, on va surtout penser à ce bon vieux Lex Luthor, le Général Zod, Doomsday ou même Darkseid, même s'il est plus commun à tout le monde, mais bon. Kal-El, c'est quand même le seul à pouvoir lui foutre une bonne grosse mandale de forain dans la tronche, quand même. Maintenant, passons à ce bon vieux chevalier noir, Batman, hein, je pense que vous avez tous compris. Je suis sûr que vous connaissez très bien, mais quand même, on va faire une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Fils unique de Thomas et Martha Wayne, ces derniers se font tuer après une diffusion du film La Marque de Zorro au théâtre Monarch, à Gotham. Il sera par la suite élevé par leur majordome Alfred, et se jurera de protéger la ville pour que ces choses n'arrivent plus, en remplissant de peur le cœur des criminels de Gotham. Pour les équivalents, on va surtout parler d'un collectif de héros, qu'on va appeler la Bat Family, composé de Nightwing, de Dick Grayson, le premier Robin, Red Hood, Jason Todd, le second, Red Robin, qui est Tim Drake, le troisième, le Robin actuel, Damian Wayne, son fils, avec Talia, la fille de Ra's al Ghul, Batgirl, qui est Barbara Gordon, la fille du commissaire, et Batwoman, Kate Kane, donc sa cousine. Et après, ça c'est pour les principaux, on a une chier à côté. Genre, t'as Azrael, t'as Batwing, Orphan, The Signal, spoiler plus ou moins, mais on s'en fout un petit peu, c'est une morue. Et pour ce qui est de ses ennemis, vous les connaissez sûrement aussi, mais pour en citer que 3, on va dire genre Double Face, le Pingouin, et le Joker. Enfin, je ne trompe personne, effectivement. Et sur le dernier membre de la Trinité, ça paraît absolument évident, mais on parle de Wonder Woman, venue tout droit de l'île de Themyscira. C'est une Amazone, une guerrière et fille d'Hippolyta. Bien qu'élevée uniquement par des femmes sur l'île, elle est envoyée dans le monde des hommes, en tant qu'émissaire pour répandre les idéaux des Amazones, j'ai nommé la force et l'amour. Elle prend donc comme identité civile Diana Prince, et pour ses équivalents, on n'a malheureusement pas grand chose, à part bien les autres Amazones qu'on connaît, comme Artemis, Donna Troy ou Wonder Girl. Et de même, pour ce qui est de ces bad guys, on va seulement citer Ares et Cheetah. Maintenant que toute la Trinité a été évoquée, on peut passer aux quelques-uns qui restent, en commençant par Flash. Fils de Nora et de Henry Allen, la première ayant été assassinée et le second enfermé en prison pour cet assassinat qu'il n'a pas commis, Barry est membre de la police scientifique de Central City, quand il fait un jour frapper par la foudre, ce qui lui donne accès à ce qu'on appelle la Speed Force, qui lui permet de courir extrêmement vite et de faire plein de trucs cool. Je vais pas aller plus loin que ça. En équivalence, on va citer Wally West en premier lieu, qui sera d'abord Kid Flash, puis disparaîtra, puis il reviendra en Flash, puis apparemment va mourir, mais je n'ai pas compris. On a également Wally West, l'actuel Kid Flash, Avery O ou encore Godspeed. Bon, lui plus ou moins, on va dire que c'est plutôt un gentil qui agit comme un con. Et pour ce qui est des méchants, le plus connu ça va rester Reverse Flash,
Io Bartzone pour Barry, mais il y en a eu d'autres qui ont porté ce masque, Gorilla Grodd ou encore les Rogues, qui sont une équipe composée de Captain Cold, Heatwave, Weather Wizard, Mirror Master, Gold Glider et le Trickster. Pour le cas de Green Lantern, donner une backstory serait vachement long. Au vu du fait qu'il y a pas mal de gens qui sont des lanternes, tous membres de ce qu'on appelle la Green Lantern Corps. Dirigés par les gardiens, mais on y reviendra plus tard. On en décompte 6 venant de la Terre. Et dans l'ordre chronologique, on a donc Hal Jordan, un ancien pilote de chasse, John Stewart, un ancien marine, maintenant architecte et actuel Green Lantern de la Ligue, Guy Gardner, un ancien flic, Kal Rayner, un dessinateur, Simon Baz, un prisonnier de Guantanamo, désolé, et Jessica Cruz, anciennement Power Ring, porteuse de l'anneau de Voltum de Terre 3, mais ça, promis, j'y reviendrai. Et pour ce qui est de leurs bad guys, on va surtout citer 2 autres corporations de lanternes, la Sinestro Corp et les Red Lantern. Parlons maintenant du roi des océans, Arthur Curry, j'ai nommé Aquaman. Fils de l'ancienne reine d'Atlantis, Atlana, et de Tom Curry, un pêcheur. Élevé par son père à Amnesty Bay, Arthur décidera une fois adulte de retourner à Atlantis pour récupérer son droit, et deviendra donc le roi des océans aux côtés de sa compagne Mera, ancienne assassine venue de Xebel pour le tuer, mais qui en tomba folle amoureuse. Pour ses alliés, on citera bien sûr Mera, du coup, comme je viens de le dire, Tempest, le premier Aqualad, l'Aqualad actuel, qui est le fils de Black Manta et d'une Atlante, Han Kwang-jo, un mec qui vient de Corée du Nord et qui est basiquement un fruit de mer humain, on va dire, ou encore Aquadog. Et pour ce qui est de ses ennemis, on va citer aussi Master, ainsi que le Black Manta. Ensuite, parmi l'équipe principale de la Justice League, on va trouver Hawkgirl, de son vrai nom Kendra Saunders, née chez Hera pendant l'Égypte antique, amante du prince Khufu. Un jour, Shehara et Khufu trouveront un vaisseau volant de Tanagar s'étant écrasé sur Terre, comportant un certain métal qu'on appelle le métal NTH. L'exposition à ce métal force donc Shehara et Khufu à un cycle de régénération infini. Elle a donc vécu de nombreuses vies, avant de renaître sous le nom de Kendra Saunders, qui est donc sa dernière incarnation pour l'instant. Khufu est quant à lui aujourd'hui connu sous le nom de Carter Hall, archéologue, et connu autrement sous le nom de Hawkman, qui est son seul équivalent, parce que, bon, ils sont quand même assez uniques. Et leurs plus grands ennemis, on va surtout citer Vandal Savage. Un Cro-Magnon qui a aussi touché du métal NTH et qui est devenu absolument immortel et ultra pété. Et enfin, dernier membre de la Justice League qu'on va évoquer aujourd'hui est son actuel leader désigné, Martian Manhunter. De son vrai nom, John Jones. Il est originaire de Mars et c'est l'un des derniers survivants de la race des Martiens Verts. Ces derniers ayant presque tous été décimés par les Martiens Blancs pendant la grande guerre qui opposait les Martiens Blancs aux Martiens Verts. C'est notamment pendant cette guerre qu'ont été tués la famille de John par les Martiens Blancs dans les camps de concentration. Son seul équivalent est Miss Martian, une Martienne blanche, reniant les crimes de sa propre race et se cachant aux yeux de tous comme une Martienne verte. Seul John est au courant de sa vraie identité, du moins au début. John n'apparaît aujourd'hui que dans la série Justice League, même si une série de comics a démarré récemment aux États-Unis, mais ne dure que 7 volumes. On ne lui trouve donc pas forcément de Némésis, mais historiquement, on peut pouvoir citer le nom de Maléfac. Nous avons donc énuméré les principaux membres de la Justice League, mais en plus de ces héros, on va pouvoir en dénombrer plusieurs équipes, plus ou moins reliées à cette première. En premier lieu, pour rester sur la JL, on va pouvoir ajouter des personnages comme Booster Gold ou Green Arrow, car même s'ils ne sont pas des membres principaux, ils peuvent être souvent vus avec la Ligue, ce sont des membres à part entière, mais que l'on va quand même considérer comme subsidiaires. La première équipe dont on va parler est celle de la Justice League Dark, une équipe constituée en grande partie d'êtres magiques, et s'occupant des problèmes du coup liés à la magie. Dans cette équipe, on va trouver Wonder Woman, Swamp Thing, Detective Chimp, ainsi que Zatanna et Man-Bat qui a décidé de s'incruster pour étudier la magie. Le nom de la seconde équipe, que je vais vous évoquer, est sans doute plus familière puisqu'il s'agit des Teen Titans. Le principe de cette équipe, c'est qu'elle est en général constituée de sidekicks, et généralement menée par un Robin. Aujourd'hui, l'équipe est composée de Robin, donc Damian, Kid Flash, Red Arrow, Amy Quinn, la demi-sœur d'Oliver, Jean, un génie, Roundhouse, une sorte de comique sur pattes qui fait bang bang partout, ainsi que Crush, la fille du mercenaire xarnien Lobo. L'équipe a connu plusieurs compositions. Par exemple, la dernière composition en date comprenait Damian, Kid Flash, Aqualad, Beast Boy, Starfire et Raven. La troisième équipe a un nom très similaire à la seconde puisqu'il s'agit des Titans. Cette équipe était à la base composée d'anciens membres des Teen Titans, et ont donc grandi. Elle était à l'époque composée de Nightwing, Flash, Wally West que je vais considérer comme 1, Tempest, Garth, le premier Aqualad, Donna Troy, ancienne Wonder Girl, Omen et Arsenal, ancien Speedy / Red Arrow, le premier sidekick d'Oliver.
mais elle est aujourd'hui constituée de Nightwing, jusqu'à ce qu'il se revienne une balle dans la tête, Donna Troy, Steel, Beast Boy, Raven et Miss Martian, cette dernière servant d'intermédiaire avec la Justice League. La quatrième équipe dont on va parler ici se nomme les Outlaws, et était constituée à la base de Redwood, Starfire et Arsenal, pour se voir ensuite reformer avec comme membres Redwood, Artemis et Bizarro, comme une sorte de trinité rebelle. Jason est un ancien Robin, Artemis une Amazone et Bizarro un des clones de Superman. Jusqu'à aujourd'hui, où elle n'est plus composée en fait que de Redwood, même si récemment, il a trouvé 2 autres larbins, mais bon, les considérer comme membres à part entière, c'est peut-être un peu trop vite. La 5e équipe est la 3e à porter le nom de Justice League sur sa couverture et se nomme Justice League Odyssey. La série est très récente et on présente une équipe constituée de Cyborg, Azrael, Starfire ainsi que de Jessica Cruz voyageant à travers plusieurs planètes, essayant de comprendre pourquoi plusieurs races les prennent pour les divinités. Le petit plus de cette série étant que cette équipe est plus ou moins menée par Darkseid, qui a apparemment chopé un nouveau skin dans une lootbox. Alors on a parlé des héros, hein, mais l'univers de DC c'est quand même bien plus, hein. Alors ouais, j'ai oublié une équipe vite fait, hein, je fais ça vite. Il y a pas longtemps, la série Young Justice a repris, et j'ai donc une autre équipe à vous présenter. Elle est composée de Superboy, qui est un clone de Superman et de Lex Luthor, Tim Drake, Wonder Girl, Impulse, le petit-fils de Barry Allen venu du Turfu, ainsi que de 2 petits nouveaux, Genie X et Teen Lantern. Voilà, fini, boum. C'est des choses qui méritent d'être approfondies. Par exemple, je vais vous parler d'un truc qu'on appelle le spectre émotionnel. C'est un principe qui découpe la vie en 7 émotions, chacune représentée par une couleur distincte. Certains auront peut-être deviné où je voulais en venir, mais chacune de ces émotions possède une entité et bien sûr une corporation de lanternes, utilisant cette énergie. Je vais donc vous parler un peu plus de cette corporation qui, mine de rien, ont une assez grande importance, au vu de ce qu'elle représente. La première et la plus connue est bien sûr celle des Green Lanterns, basée sur Oa, fondée et dirigée par des êtres immortels autonommés, les gardiens de l'univers. Les Green Lanterns font office de police galactique, leur tâche est donc de faire régner l'ordre selon les lois des gardiens. Leurs anneaux permettent aux lanternes de matérialiser n'importe quoi du moment qu'ils sont concentrés et imaginatifs. Par exemple, récemment, Kyle Rayner, le dessinateur, a matérialisé un Eva tout droit sorti d'Evangelion. La couleur verte représente la volonté. L'anneau est donc alimenté par la volonté du porteur. L'énergie verte de la volonté a pour entité Ion. Passons à une autre corporation. La Sinestro Corp, fondée par Sinestrotal, un ancien Green Lantern viré parce que c'est basiquement un connard. Il est enfermé par Alax, entité de la peur, dans une batterie centrale, par laquelle il donne le pouvoir aux autres membres de la corporation. Une batterie centrale, pour ceux qui se demandent, c'est une sorte de grosse lanterne principale que chaque corporation possède. Donc comme finement insinué plus tôt, le jaune représente la peur, et l'anneau est alimenté par la peur que son porteur inspire aux autres. La 3e corporation dont on va parler ici est celle des Red Lanterns. Menée par Atrocitus, chaque porteur d'anneau rouge est choisi car celui-ci aspire à la vengeance. On y trouve par exemple Dextar, un chat terrien originaire de Gotham qui est arrêté d'un anneau au moment où sa maîtresse s'est faite tuer par des voyous dans une ruelle. Fun fact, le fait de porter un anneau rouge change le sang de son porteur en un liquide corrosif que ce dernier pourra utiliser en combat. Enlever l'anneau devient donc impossible car ce liquide disparaîtrait et tuerait le porteur presque immédiatement, le reste de son corps n'étant pas irrigué en sang et pouvant donc plus fonctionner. Le rouge représente la rage, l'anneau est donc alimenté par la rage du porteur. L'entité de la rage se nomme subtilement le boucher. La prochaine corporation est celle des Blue Lanterns, une petite corporation fondée par Gantet et Saïd, 2 des gardiens. Les Blue Lanterns sont pacifiques et leur représentant le plus connu est Saint Walker. Le fait le plus notable est que la présence d'un Blue Lantern aux côtés d'un Green Lantern amplifie le pouvoir de ce dernier. Le bleu représente l'espoir, et l'entité qui est liée se nomme Adara. La prochaine est une corporation, mais en même temps elle n'est pas vraiment. On va parler de l'Arfleeze, également appelé l'agent orange. L'anneau de l'Arfleeze lui permet d'invoquer les personnes ayant été tuées par l'énergie orange, mais il est rare de voir l'Arfleeze se battre. Ce dernier passant son temps à protéger ses trésors qu'il a pu récolter, ainsi que sa lanterne. Il ne se bat donc que pour les protéger d'une menace extérieure ou quand il s'agit d'une question de vie ou de mort. Comme c'est fait l'insinue, l'énergie orange représente l'avarice et son entité se nomme Ophidian. De même que pour l'Arfleeze, la prochaine n'est pas vraiment une corporation mais plutôt une tribu. La tribu Indigo, menée par Indigo. Les membres sont choisis parmi les sociopathes de l'univers pour les réhabiliter et est basée sur la planète Nock. Petit fait bonus, les anneaux permettent en général de traduire n'importe quel langage de l'univers, à part quelques exceptions. Et bien le langage indigo c'en est une, puisque sa langue n'est pas comprise par les anneaux. L'indigo représente la compassion et son entité se nomme prosélyte.
La dernière couleur du spectre est le violet, porté par les Star Sapphire. La plus connue de ses membres est Carol Ferris, petite amie de Hal Jordan. Le violet représente l'amour, leur mission est donc de répandre et de protéger l'amour à travers l'univers. L'entité à laquelle elles sont liées s'appelle, bizarrement, le Prédateur. Bon, il est possible que j'ai un petit peu menti par rapport au nombre de corporations. En vrai, il nous reste 4 points à aborder par rapport aux lanternes et 2 autres corporations. Après ça, promis, j'ai fini. La première des exceptions, elle s'appelle Black End. Il est l'incarnation physique de la mort. Le noir représente donc la mort, compréhensible par rapport au manque d'émotion et donc de couleur du spectre dont les autres corporations tirent leur puissance. L'anneau noir permet de ramener les morts à la vie et de former une corporation de Black Lantern morts-vivants qui l'utilisent pour se battre. La seule apparition de Black End, et donc des Black Lanterns, se passe durant l'événement Blackest Night. La seconde exception, c'est pas vraiment une corporation non plus à proprement parler, car elle ne comporte qu'un seul et unique membre choisi. À l'inverse du noir, on a donc le blanc, qui va représenter la vie, la présence de toutes les émotions du spectre. L'anneau et la lanterne blanche, par extension, apparaissent à la suite de l'événement Blackest Night, qui est nommé Brightest Day, et choisiront Kyle Rayner comme seul et unique porteur, alors qu'il était encore qu'un Green Lantern. Il portera l'anneau blanc jusqu'au début de Rebirth, où l'anneau le quittera sans raison apparente, le faisant redevenir un simple Green Lantern. Les 2 autres exceptions qui nous restent sont pas vraiment des corporations, mais elles ont quand même des grands liens avec les anneaux. Et je vais commencer par vous parler de Voltoum, le premier lanterne. Voltoum a découvert le spectre émotionnel avec l'aide de sa mère sur Terre 15. Il crée donc la Travel Lantern qui lui permet de se balader un peu partout dans ce qu'on appelle le multivers. Pour sauver son peuple, il ira dans l'univers Prime, celui dont on parle actuellement, et trouvera les Malthusiens sur la planète Malthus, des milliards d'années avant la naissance du Christ, qui feront de lui le premier lanterne. Il possède la capacité de manier toutes les couleurs du spectre émotionnel, donc une énorme puissance qui rendra fou Voltoum, qui essaiera de tuer tous les Malthusiens, ce qu'il arrive presque à faire. Les Malthusiens arrivent à enfermer Voltoum dans une pièce appelée la Chambre des Ombres, après qu'il ait été battu par les 7 premiers Green Lantern. Suite à ces événements, les Malthusiens restants se renommeront les Gardiens de l'Univers et formeront la corporation des Green Lantern. Et pour en finir avec les exceptions, on va parler du Phantom Lantern, apparu plus ou moins récemment dans les comics. L'anneau fantôme est un anneau unique en son genre, créé par l'ancien gardien Rami, qui sera excommunié après sa création. À ce jour, on n'a eu qu'un seul porteur de l'anneau, un humain du nom de Frank Laminski. À peu près de la même manière que Voltoum, l'anneau puise dans toutes les couleurs du spectre quand son porteur ressent la moindre émotion, changeant en même temps sa personnalité selon l'émotion ressentie. Et voilà, on a parlé de tout ce qui touchait au spectre émotionnel. J'espère que vos têtes vont bien, et je sais qu'il y avait pas mal d'infos. Mais je vais surtout vous demander d'être prêts pour la suite. Dans le monde des comics, comme on a pu le voir par exemple chez Marvel avec des films comme Thor ou Avengers, il y a toujours une présence et une importance des dieux. Alors je vous propose de faire un petit peu de mythologie. Donc on est parti, accrochez-vous, on va parler des anciens et des nouveaux dieux. Les anciens dieux sont une race née il y a 18 milliards d'années sur une planète du nom de Godworld, qu'on appelle également Asgard ou Ungrund. Ugrund. Je sais pas, je vous l'écris là. Pendant ce qu'on appelle le premier monde. 3 milliards d'années plus tard, commencera le second monde, lorsque ces formes de vie atteindront ce qu'on va appeler ici un stade de divinité, atteignant ainsi un immense pic de puissance et démarrant un âge d'or d'avancement culturel et scientifique. Après 10 milliards d'années d'âge d'or, rien que ça, Godworld entre en guerre, et au cœur de ce conflit se trouve un certain Loki, dieu de la malice et bâtard du chef Wotan, devenant ainsi le premier dieu du mal. Les conflits entre les bons et les mauvais dieux continuent d'escalader jusqu'au Ragnarok, qui entraîne une destruction de Godworld dans une explosion où la plupart des dieux périssent. À son explosion, Godworld relâchera une vague d'énergie appelée la Godwave, qui donnera aux autres mondes le potentiel de créer des dieux. Des mondes comme la Terre, dont le premier dieu est apparu il y a 35 000 ans, 5 000 ans après le passage de la Godwave, ce qui créa le troisième monde. 4,8 milliards d'années après son explosion, les restes de Godworld formèrent 2 planètes distinctes, New Genesis et Apocalypse. Il y a 30 000 ans, les habitants des 2 planètes arrivèrent à leur stade de divinité, miroitant les traits des anciens dieux, et se séparèrent en termes d'alignement moral. Les bons sur New Genesis, havre de paix et de bonté, et les mauvais sur Apocalypse, monde cruel cultivant la culture de la guerre. Le 4e monde commença donc avec ces nouveaux dieux atteignant leur stade de divinité et répétant l'histoire des anciens dieux lorsque New Genesis et Apocalypse entrèrent en guerre. Ces hostilités étant toujours d'actualité de nos jours, malgré la tentative de paix entre les 2 mondes lorsque Highfather, le leader de New Genesis, et Darkseid, celui d'Apocalypse, échangèrent leurs fils, Scott et Orion, en une symbolique de paix et d'entente. Cependant, il ne s'est pas rien passé pendant le 3e monde. Sur Terre, des dieux ont bel et bien existé, s'agissant du panthéon grec. Même aujourd'hui, ces dieux ont encore une certaine importance, Zeus étant par exemple le père de Wonder Woman. Ça, je vous l'avais pas dit. De même, tous les anciens dieux ne sont pas éteints. Une grande partie s'est certes éteinte avec l'explosion de Godworld, mais certains y ont échappé. Le plus grand groupe d'anciens dieux encore vivants sont aujourd'hui connus sous le nom de Dregs.
des êtres maintenant dépourvus d'esprit et vivant sous la surface d'Apocalypse. On peut également citer Arzaz et le Sans-Nom, qui eux sont restés libres de parcourir la galaxie suite à la destruction de Godworld, mais ont cependant été enfermés dans le mur de la source à la suite des événements de Genesis, même si cet arc est aujourd'hui grandement ignoré de la continuité principale. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire des dieux de chez DC. Maintenant il nous reste un dernier point à éclaircir. Depuis tout à l'heure j'ai mentionné la notion d'événement. En effet, des arcs scénaristiques de certaines séries peuvent mener à des événements, plus ou moins gros, qui auront, oui ou non, une incidence sur l'histoire. Ces événements peuvent parfois mener à un reboot de l'univers d'ailleurs. On va donc dans ce dernier point parler des différents événements qui ont pu ponctuer l'univers d'ici depuis son dernier reboot en date, c'est-à-dire les New 52. J'en parle. Mais comment est-ce qu'on y arrive aux New 52 ? L'événement qui y mène, il s'appelle Flashpoint. Vous êtes peut-être familier avec ce terme si vous regardez la série de la CW. Mais même là, on reste quand même vachement loin de l'histoire originale. En fait, Flash est un petit peu con, faut le dire. Et un jour, il décide de briser la barrière du temps pour sauver sa mère, Nora. En retournant dans le présent, il se rendra compte que sauver sa mère a induit des changements dans le présent ainsi que dans le passé. Pour voir un petit peu le délire, imaginez un peu les ondes que ça produit quand vous jetez un caillou dans un lac. Le monde n'est donc plus ce qu'il avait connu, Batman n'est pas Bruce Wayne mais Thomas Wayne, le père de Bruce, et Martha est devenu le Joker à la suite de la mort de Bruce à leur place dans l'allée du Monarque. Cyborg est un petit chien du gouvernement, Superman est enfermé depuis son arrivée sur Terre et n'a jamais vu la lueur du soleil, Green Arrow n'existe pas vraiment, Hal Jordan n'est jamais devenu un lanterne, et pire que tout, Aquaman et Wonder Woman se livrent une guerre destructrice à la surface, ravageant la Terre. En revenant dans le passé et en laissant sa mère mourir, le temps se remet en place, mais pas vraiment comme avant. Et ça donne les New 52. A l'opposé, l'événement qui va les clore, et qui ramène à Rebirth, s'appelle Darkseid War. En 10 numéros, plus quelques one-shots. Alors l'arc en lui-même, il est assez compliqué, donc je vais essayer de vous le résumer très vite. L'Anti-Monitor cherche à redevenir Mobius, l'homme qu'il était avant. Et pour ça, il a échafaudé un plan avec l'aide de Grail, fils de Darkseid et d'une Amazone nommée Myrina Black. L'Anti-Monitor arrive donc à tuer Darkseid en prenant le contrôle du Black Racer, personnification de la mort que Darkseid avait réussi à maîtriser. Ce faisant, il redevient donc Mobius. De même, à la mort de Darkseid, quelque chose chamboule dans la réalité, et certains héros sont affectés de divinité en quelque sorte. Batman était devenu plutôt le dieu de la connaissance en s'asseyant sur la chaise de Mobius, Superman devient le dieu de la force après avoir absorbé les radiations des puits de feu d'Apocalypse, Lex Luthor devient le dieu d'Apocalypse en raison de la mort de Darkseid, Flash devient dieu de la mort en fusionnant avec le Black Racer, Hal Jordan devient dieu de la lumière en fusionnant son anneau avec une Mother Box, et Shazam devient dieu des dieux après avoir reçu les dons du coup de nouveaux dieux. Cet état de divinité étant bien sûr temporaire. Au final, on apprend que tout était une machination de Grail pour contrôler son père, grâce au bébé de Superwoman de Terre 3. Elle récupère donc les pouvoirs de Darkseid et le fait renaître dans ce bébé et tue Mobius. À la fin de l'arc, Grail et le bébé Darkseid disparaissent et plusieurs intrigues secondaires sont mises en place pour Rebirth, comme le fait que Wonder Woman est un frère jumeau, ou bien qu'il n'y ait pas un, mais 3 Jokers. En somme, cet arc apporte plus de questions que de réponses, qui sont pas forcément résolues encore aujourd'hui. Depuis Darkseid War et le début de Rebirth, on peut compter 2 événements majeurs. Le premier étant Dark Knight's Metal. Cette version de l'histoire du Chevalier Noir émerge et sème le chaos, tous au service du dieu Barbatos. Ces 7 chevaliers sont The Dawnbreaker, The Drowned, The Murder Machine, The Devastator, The Merciless, The Red Death et The Batman Who Laughs. On va l'appeler quand même Batman qui rit. Ces gars-là, ils viennent pas de nulle part. Ils viennent d'un truc qu'on appelle le multivers sombre, ou Dark Multiverse. Équivalent négatif au multivers, où chaque terre est constamment en destruction et reconstruction. Leur but est de libérer les horreurs du Dark Multiverse dans le multivers classique. Ils sont mis en déroute par la Justice League après moult péripéties impliquant 10 métaux étranges et le bébé Darkseid, mais ce serait trop long à expliquer. Retenu jusqu'au final, Barbatos est mis en déroute, chaque chevalier noir est ramené de là où il vient, excepté le Batman qui rit, qui est capturé par Lex Luthor et la Legion of Doom. Le dernier événement en date, s'inscrivant dans la continuité, est No Justice. Après les événements de métal, le mur de la source s'est retrouvé brisé et 4 titans cosmiques, appelés Titans Oméga, en sont libérés pour se nourrir des graines des énergies primaires de l'univers se trouvant sur certaines planètes. Brainiac réunit donc les héros de la Terre et les disperse en 4 équipes correspondant chacune à une de ces énergies. L'entropie, le mystère, la sagesse et le prodige. L'arc ne dure que 4 numéros, et à la fin de ceux-ci, les titans sont contrés, mais l'énergie émanant du mur de la source, un peu de la même manière que la Godwave, va irradier certaines personnes et en faire des méta-humains, créant ainsi de nouveaux héros et faisant passer de Rebirth à New Justice. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Bien sûr, je suis resté très bref dans tout ce que j'ai dit, l'univers est quand même bien plus grand, mais comme j'ai déjà dit, ça prendrait beaucoup trop longtemps. J'ai donc trié tout ce que j'avais à dire, et vous ai gardé ce qui me semble être le plus important,
Cependant, DC a quand même bien plus à offrir, comme tout univers de comics. Et ce plus, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, il s'agit du multivers. Mais promis, on en reparle la prochaine fois. La bise.